Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, 7, c'est son chiffre fétiche et c'est celui qu'il a fait connaître sur YouTube. Géographie, politique ou encore histoire, Doc7 peut tout, littéralement tout vous expliquer. C'est notre influenceur à suivre aujourd'hui. Gaël Musquet a une idée derrière la tech et pas que derrière la tech d'ailleurs, puisque vous le verrez aujourd'hui, Gaël, tu nous emmènes dans des histoires de hackers, encore une fois, oui, mais qui deviennent astronomes. Oui, tout à fait. Depuis le XVIIe siècle, les instruments astronomiques se sont grandement perfectionnés. On a des télescopes qui sont gigantesques. Mais il y a encore de la place pour les astronomes amateurs et les hackers dans ce milieu qui évolue à grande vitesse. Oh, il va mettre des étoiles dans nos yeux aujourd'hui, Gaël Musquet. Ça, c'est chouette. On en parle avec toi tout à l'heure. Notre question du jour va vous aider à booster votre cerveau, littéralement. Alors non, le cerveau n'est toujours pas un muscle. Par contre, on peut le travailler comme tel. On va apprendre à cultiver l'entraînement cérébral à tous les âges, et ce, grâce à des applications. Et dans le rôle du coach pour nous aujourd'hui, Justine Monséjon, vous êtes la fondatrice de Dinseo. Bonjour. Bonjour à vous. Mais d'abord, focus. Si je vous dis qu'il est franco-belge, qu'il est né en Guyane et que sa facilité à rendre drôle et intéressant l'effet insolite pourrait faire pâlir un certain 007. Oui, vous l'avez reconnu, c'est Doc7. Il est accro au chiffre 7, lui aussi, pour le plus grand plaisir de ses 2,2 millions d'abonnés sur YouTube notamment. Édouard Deneau nous dévoile 7 informations que vous ne connaissiez pas sur Doc7. Grâce à lui, le chiffre 7 n'aura plus aucun mystère. William Van de Walle, alias Doc7, est un célèbre youtubeur et vulgarisateur à la tête de la chaîne du même nom. Sa spécialité, des vidéos éducatives sur l'histoire, la géographie, la géopolitique, les sciences ou encore les faits surprenants, toujours vus par le prisme du chiffre 7. Avec des titres comme 7 tentatives d'assassinat ratées, 7 histoires effrayantes mais véridiques ou encore 7 des pires désastres écologiques, il attire toujours plus de curieux. Lancé en 2015, Doc7 cumule plus de 365 millions de vues sur YouTube et plus de 2 millions d'abonnés. Très illustré et sur un ton plutôt comique, Doc7 réalise des vidéos toujours documentées et idéales pour parfaire sa culture générale. Aujourd'hui, on se fait l'inverse. Cette tentative d'assassinat ratée qui aurait pu changer l'histoire. Ça ressemble fortement à un pléonasme, tentative ratée, mais c'est pas bien grave. Allez, c'est parti. On commence avec la tentative d'assassinat sur la personne de Louis Croivet, c'est Louis XV. Mais avant de parler du roi, laissez-moi vous présenter son agresseur, François Damiens, Robert François Damiens. Je sais pas si c'est un ancêtre éloigné. Grâce au carton de sa chaîne YouTube, Doc7 a pu élargir ses activités et il a notamment publié 3 livres. Il a également lancé son propre jeu de société. Il a même ouvert une deuxième chaîne plus personnelle appelée Le Labo, sur laquelle il cumule près de 20 millions de vues. Gaël, est-ce que tu as 7 infos insolites sur les hackers ? J'aurais dû préparer cette chronique avant. La réserve pour la prochaine émission. Allez. Justement, on le suivra avec toi. Justine, vous me disiez, mais c'est incroyable ces influenceurs positifs. Et c'est intéressant aussi parce que ça fait écho à la façon dont, chez Dinseo, vous imaginez ce temps d'écran, notamment que les enfants peuvent transformer en temps d'écran effectif. Quitte à être justement en ligne, autant le faire avec des choses qui nous passionnent, apprendre aussi. Oui, alors nous, chez Dinseo, en fait, on a pour philosophie que les écrans sont partout. Et donc, ça sert à rien d'interdire les écrans aux enfants parce qu'ils le voient partout, dans les restaurants, dans le café, dans le train, etc. Tout le monde est sur ces écrans. Et c'est vrai que ce qui est dommageable pour les enfants, c'est un peu le syndrome du YouTube zombie où ils regardent, mais il ne se passe rien. Et donc, nous, on a décidé de prendre ce temps d'écran et de le transformer en choses intelligentes. Et donc, c'est pousser du contenu éducatif aux enfants où ils vont forcer à interagir dessus. Les premiers qui l'ont fait, par exemple, c'est Dora l'exploratrice. Vous regardez un dessin animé de Dora l'exploratrice, toutes les 2 secondes, elle vous pose une question sur la couleur, sur le truc, elle vous fait parler en anglais. Et en fait, les enfants ne sont plus spectateurs passifs, mais sont vraiment actifs. Et je pense que ça, c'est un principe d'éducation qu'il faut développer plus largement sur les écrans, qu'on a mis en place sur Coco. On met en place des jeux éducatifs sur le français, les maths. On peut jouer à 2 sur la même tablette, ce qui serait une interaction. Ce n'est plus la tablette, mais c'est vraiment recréer le jeu en utilisant les écrans. On leur fait faire du sport. Tout ça pour que
intégrer les écrans dans la vie quotidienne et ne pas les bannir. Alors justement, Coco, Joe Edit, on va apprendre à les connaître dans un instant avec vous, puisque ce sont les applications que vous créez chez Dinseo pour nous permettre de mettre notre cerveau justement en action et de passer à la vitesse supérieure. On ouvre le talk tout de suite. Et Justine Monséjean, vous êtes donc avec nous aujourd'hui sur le plateau de l'École du Futur pour parler de Dinseo et surtout de la façon dont on va pouvoir booster littéralement les capacités de notre cerveau, et ce, à tous les âges. Dinseo, c'est la start-up que vous avez cofondée en 2013 et depuis presque 10 ans, c'est vraiment à cela que vous vous attachez. Essayez de comprendre comment, par des mécanismes de jeu, d'entraînement, de gamification, on arrive à développer la stimulation cognitive des seniors, des adultes ou même des enfants. Vous êtes parti de quel constat en 2013 pour vous lancer dans cette aventure ? On est parti d'un constat où j'ai fait un petit séjour en maison de retraite. Tout simplement, je suis allée dans une EHPAD et en fait, j'ai joué en tant qu'animatrice bénévole. J'étais en train de changer de travail. J'ai joué avec les seniors. Et en fait, c'était des jeux que je donne à mes enfants quand ils étaient plus petits. Un memory, des jeux où il faut mettre des ronds dans des ronds, des carrés dans des carrés. Vraiment hyper basique. Et moi, j'avais la chance à l'époque d'avoir mes 4 grands-parents. Ça m'a vachement touchée parce que je me suis dit, sur les 4 grands-parents, il y en a forcément un qui va aller dans une maison de retraite un jour et ça me fera de la peine, je suis désolée, de les voir jouer avec... Ils me disaient, regardez, il y a marqué 3 ans sur la boîte, c'est hyper dévalorisant. Et je trouve que pour une fin de vie, on a envie de leur proposer des choses un peu sympas et qu'eux aussi aient accès à l'innovation. Ils ont participé à construire les 30 Glorieuses, la révolution industrielle, et aujourd'hui, on ne se battrait pas pour leur proposer des choses. Et on a commencé à regarder pourquoi ils pouvaient jouer qu'avec des jeux d'enfants, comment le cerveau fonctionnait, qu'est-ce que c'était la maladie d'Alzheimer. Si vous voulez vulgariser et pour comprendre, en fait, la maladie d'Alzheimer, c'est comme un gruyère. Le cerveau, c'est comme un... Voilà, il y a plein de fonctions cognitives qu'il faut travailler. Et ben, vous avez beau boucher un trou, il faut travailler l'ensemble des trous. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se dire, dans le cerveau, pour entraîner ma mémoire, j'ai une quinzaine de fonctions cognitives. Vous avez, par exemple, différents types de mémoire. Vous avez la mémoire de travail. Je vous donne une combinaison de couleurs bleu, rouge, vert, jaune. Dans 30 secondes, je vais vous la redemander. On va compter. Attention, je pense qu'Enregistre est en train de compter le nombre de secondes pour vérifier. Non, mais je ne vous ai pas prévenu. C'est pas terrible. Mais ça, c'est la mémoire de travail. Vous avez la mémoire procédurale. Par exemple, j'ai appris que mon café, je le fais de telle manière. J'ai appris à faire du vélo. Ben ça, c'est un processus que vous avez appris. Vous avez fait des connexions neuronales. Elles sont établies dans votre cerveau, mais il faut les entretenir pour pouvoir les stimuler. Vous avez la mémoire ancienne. Vous savez que à 10 ans, vous aviez, dans la cour de récré, vous aviez joué avec Stéphanie, votre petite copine, au billes ou à la marelle. Tout ça, c'est différents types de mémoire, mais qui se stimulent différemment. Et c'est ça qui est passionnant dans notre métier et aujourd'hui, dans ce qu'on peut faire sur l'entraînement cérébral, c'est qu'on peut booster cela. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez tout de suite précisé que le cerveau, c'est pas un muscle. C'est pas un muscle, non. Et attention, je vous le dis, bleu, rouge, vert, jaune. Je l'ai dans le bon ordre, tout va bien. Mais c'est pas un muscle en effet, mais l'idée, parce qu'il y a toujours eu cette légende urbaine en se disant, est-ce que le cerveau c'est un muscle, est-ce que le cerveau c'est un organe ? Non, c'est clairement un organe, mais par contre, on peut très clairement l'entraîner avec des exercices. On verra tout à l'heure notamment quelles sont aujourd'hui aussi les corrélations entre entraînement sportif et entraînement cognitif, parce qu'il y en a, et des études récentes, notamment de l'université de Baltimore le prouvent, mais c'est aussi pour ça que vous êtes lancé dans ces applications, se dire qu'on peut trouver des ressorts. Alors, on peut avoir un memory sous la main ou un jeu de plateau, mais quand on n'en a pas et quand il y a des écrans, comment est-ce que du coup on transforme l'essai ? L'avantage des écrans et du numérique, c'est qu'on peut l'adapter à chacun. Si on reprend l'exemple de la maison de retraite et d'une personne Alzheimer, elle va être capable de faire des jeux très faciles et très adaptés. Mais on prend un adulte qui a toutes ses capacités cognitives ou une personne qui a eu un AVC mais qui va être capable de récupérer, ils n'ont pas besoin du même entraînement cérébral. Et c'est ça où le numérique est puissant, c'est qu'on va pouvoir adapter l'entraînement cérébral avec les mêmes jeux pour chaque personne. Une personne sur le programme qu'on a dédié pour les seniors qui s'appelle EDIT, qui est adapté pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, ça peut être des autistes adultes, la maladie d'Alzheimer, Parkinson, tout type de démence. En fait, sur ce programme, on leur dit toujours bien joué. Et bien, c'est tout bête, mais ça envoie des signaux positifs dans notre cerveau. Et en fait, un senior, il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il décline, il le sait déjà.
Et donc, s'il prend plaisir à jouer, on fait des jeux avec des musiques de son enfance, on lui rappelle, on joue sur les monnaies. Par exemple, il y a un jeu où il y a les fables de La Fontaine. La mémoire épisodique fait que un senior, même à des troubles cognitifs importants, il a appris les fables de La Fontaine par cœur. En étant à l'école, vous allez en EHPAD, vous leur demandez de réciter. Moi, j'ai vu des personnes en unité Alzheimer qui me faisaient le corbeau et le renard par cœur. Mais parce que c'est ancré chez eux. Pareil, les départements, ils le connaissent par cœur. Donc, il faut jouer avec les connaissances des gens, mais surtout les valoriser et l'adapter. Ce qui veut dire que, si je vous entends bien, il y a aussi un grand impact de l'émotion et de la façon dont on va aller chercher ces émotions positives sur l'apprentissage. Donc plus on va aller tirer des fils de joie, des fils qui font écho à des sentiments heureux dans sa vie passée, plus on va pouvoir stimuler finalement cette cognition. Mais c'est hyper important parce que ce soit en prévention ou avec quelqu'un qui a déjà des troubles cognitifs, le cerveau, c'est un des trucs qui fait plus peur. De perdre la tête, cette expression-là, elle est vraiment marquante, mais perdre la tête, perdre la boule ou tout oublier, ça fait vachement peur aux gens. On sait qu'aujourd'hui, une partie des personnes qui ont l'Alzheimer, il y a une partie génétique, ça fait hyper peur. Et donc, du coup, les gens, ils osent pas regarder le problème en face. Souvent, parce que voilà, tout ce qui nous fait peur, voilà, c'est l'inconnu. Et donc, quand on valorise les gens, ils se sentent accompagnés, ils le font avec beaucoup plus. On n'a pas besoin de leur dire, vous allez faire travailler la fonction cognitive, tac, 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 tac. Ça leur fait peur. Mais si on parle sur le jeu, si on gamifie tout, si on est sur le ludique, finalement, les seniors, ils passent plus de temps à jouer. Et du coup, c'est ce qui est bénéfique. On a fait une étude scientifique et... pendant 6 mois. Et au début de l'étude, ils jouaient 28 minutes par session. Ouais. À la fin de l'étude, au bout de 6 mois, les seniors, la moyenne d'âge était 77 ans, ils jouaient 38 minutes. Et les neuropsy nous ont dit, c'est énorme, parce que d'habitude, les gens se lassent. On ne joue pas 6 mois au même jeu, etc. Et du coup, on a essayé de comprendre pourquoi. Mais ils nous ont dit, mais c'est hyper ludique. Je joue sur les départements, j'apprends des choses. Et en fait, ils avaient complètement ausculté cette partie médicale. Je suis dans une étude scientifique, on va suivre mes fonctions cognitives, on va suivre ma mémoire. Et c'est ça qui a fait qu'elle a marché. Oui, ça c'est intéressant, Justine, parce qu'on le voit, vous avez vraiment démarré par cette connaissance très fine, finalement, et de terrain des seniors, du fonctionnement de leur cognition, et puis aussi des sujets atteints de démence ou de maladies neurodégénératives. Et ensuite, vous avez finalement reculé dans la courbe de l'âge. Vous êtes ensuite passé aux adultes qui ont envie, là aussi, peut-être de stimuler leur cognition, de booster certaines capacités du cerveau. Et puis, les tout petits, les 5-10 ans, avec Coco, c'est l'application dont vous parliez un petit peu plus tôt dans l'émission. Cette fois-ci, on va vers du jeu, là aussi, mais pour ces enfants. Et puis, leur temps d'écran va être partagé entre apprentissage, jeu et sport. Oui, alors exactement. En fait, donc on était sur les seniors. Ensuite, progressivement, on s'est dit, c'est bien, mais toutes les familles nous ont dit, on aurait bien aimé connaître vos jeux 5 ou 10 ans plus tôt, où on est capable, à ce moment-là, où on est capable de garder ces fonctions cognitives et vraiment avoir un vrai impact sur le quotidien. Donc, on avait progressivement orienté sur les adultes en prévention. On a toujours fait un peu des enfants, mais des enfants qui sont en situation de handicap. Comme on travaille ces jeux, on fait avec des orthophonistes, des ergothérapeutes, des neuropsy. On avait adapté nos jeux pour un enfant autiste, TDAH, des troubles 10, la trisomie. Donc ça, c'est toujours été dans le cœur de l'ADN de Dinzeo, d'accompagner les personnes, toutes les personnes qui ont des besoins particuliers. Et en fait, la petite histoire, c'est en confinement. En confinement, moi, j'ai deux jumeaux garçons hyper actifs qu'il fallait que j'occupe dans un espace réduit. Et donc, je leur ai donné la tablette. Et donc, je leur faisais faire les jeux ou des trucs, etc. Sauf que, vous voyez vos enfants, il y a une minute où il fallait sortir parce qu'on avait les 15 minutes où on pouvait faire. Ils ne voulaient pas sortir, ils ne voulaient pas arrêter le film Pas de patrouille. C'était la guerre, les crises, etc. Et je voyais ce que les pédiatres disaient, attention sur l'exposition aux écrans, les addictions que ça crée. Aujourd'hui, on parle vraiment, il y a de plus en plus de consultations pour le SSE, le syndrome de surexposition aux écrans. Et là, ma mère, qui est notre directrice technique, m'a dit, mais c'est tout bête, on va leur faire une pause sportive. Bon, il faut savoir que ma mère, elle est dingue de sport, donc bon, voilà, c'est vrai, orienté, mais on a réfléchi, on a recruté une psychomotricienne en interne pour nous accompagner sur ce sujet-là. Et donc, dans l'application Coco, qui est pour les 5-10 ans, c'est des jeux vraiment éducatifs pour faire travailler l'ensemble des fonctions cognitives.
Mais toutes les 15 minutes d'écran, on vous dit stop et on vous dit attention, il faut que tu fasses du sport. Et donc l'enfant doit faire soit du yoga, des jeux d'équilibre, des mimes. Mais l'objectif, c'est qu'il fasse une pause sportive. Pourquoi une pause sportive ? C'est pour s'aérer le cerveau. Ouais. C'est-à-dire que le temps maximum d'attention d'un enfant, c'est 15 minutes. Au bout de 15 minutes, en faisant du sport, il va s'aérer le cerveau, il va mieux s'oxygéner et son attention va être meilleure. Et là, il peut revenir sur la partie éducative. Et la partie justement sportive est directement proposée dans Coco, c'est-à-dire que Coco va nous dire, OK, il vaut mieux là que tu fasses de la méditation, ou là du yoga, ou là un petit peu de cardio, ou c'est laissé libre à l'enfant. Alors aujourd'hui, c'est libre, mais on te dit stop. Tu peux rien faire d'autre. Mais les enfants, et surtout à cet âge-là, ils n'ont aucun problème. En fait, ils oublient que c'est parce que c'est important de faire des pauses sur les écrans. Et ça, c'est comme les seniors où tout le monde, en fait, on a besoin de ludique, on a besoin de gamifier. Plutôt qu'on te dit c'est important de faire un cours sur le contrôle parental, ça ne marche pas. Ça crée toujours des tensions entre les parents et les enfants. Là, on leur dit viens, on va sauter, on va danser, on va sauter, on va faire des mimes. Mais les enfants, ils se jettent par terre. Et forcément, ils reculent des écrans. C'est une respiration pour les enfants et pour les parents aussi, si vous On a des parents qui nous envoient des mails pour nous remercier parce qu'ils font du sport. Et ben voilà. Si on peut contenter tout le monde, au moins c'est possible. Gaëlle, c'est intéressant ce que nous dit Justine, et justement cet exemple aussi tiré de cette pratique qu'on a tous connue pendant le confinement. Toi, tu l'as ressenti aussi, notamment avec les enfants que tu entraînes à Vernon, ce besoin de devoir à un moment donné faire une pause, s'arrêter, sortir de l'écran pour mieux revenir ensuite. Oui, complètement, sur la capacité de s'orienter, ne serait-ce que comprendre où se lève le soleil, où il se couche, quelles sont les principales étoiles qui peuvent aider à s'orienter dans la nuit, savoir où sont les points cardinaux. Donc ça, c'est une chose que j'ai beaucoup travaillé pendant le confinement. Moi, ce qui m'interpelle surtout, par une grand-mère très âgée, qui a 102 ans, que j'ai vue il y a 3 semaines, j'ai aussi vu à quel point le confinement a fait régresser ma grand-mère, qui a mis 5 bonnes minutes à me reconnaître, et à qui j'ai chanté les chansons qu'elle me chantait enfant, et qui, au bout de ces 5 minutes, a réussi donc, avec ses différents ça fait des connexions de mémoire, oui, tout à fait. m'a reconnu. Alors moins ma fille, parce que on a 8000 km d'écart, elle vit en Guadeloupe, chez mes parents. On a une version guadeloupéenne. et donc En créole. Du coup, c'est super intéressant pour moi. Et du coup, voilà, lui parler dans ma langue maternelle, lui chanter dans ma langue maternelle ces chansons qu'elle me chantait, l'a aidé en fait à se souvenir de moi. Elle m'a pas lâché la main pendant 1 heure. On voit un peu l'impact qu'a la stimulation en fait, et le fait de stimuler ces personnes âgées sur des souvenirs qui peuvent être très profonds. Ça veut dire que très concrètement, là aussi, Edith, encore une fois, puisque c'est vraiment l'application qui est dédiée aux seniors chez vous, peut prendre ce relais-là, peut aller restimuler ces souvenirs d'enfance pour que les seniors, les personnes âgées puissent refaire surface dans leur mémoire. Oui, tout à fait. Et puis, on a une adaptation culturelle pour chaque pays ou région. Et en fait, ce qui plaît aux seniors, effectivement, c'est de retrouver ces souvenirs d'enfance, des choses qui vont leur parler. Sur Edith, on va, par exemple, on a une version pour la Martinique, la Guadeloupe. Il y a un jeu où il y a des proverbes à remettre dans l'ordre. Et évidemment, c'est des proverbes en créole, mais on a fait une version québécoise. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes proverbes. On a des jeux sur les recettes de cuisine. Évidemment, il y a les recettes créoles qui nous ont été bien demandé. On a même mis du punch. On l'a c'est important. À consommer avec modération, je vais être obligée de vous le dire. Mais pourquoi pas, finalement. Si ça fait remonter des souvenirs, c'est que pour la cognition. Oui, mais en plus, ça fait discuter les grand-mères. Elles n'ont jamais la même recette que nous. C'est sûr. Mais sur l'Italie, c'est pas les mêmes recettes. On travaille aussi aux États-Unis. On a fait un jeu, par exemple, il faut mettre dans l'ordre chronologique les présidents américains. Évidemment, on l'a pas mis pour la France parce qu'on n'a pas ce même attachement à nos présidents. Donc en fait, toutes ces spécificités culturelles fait que le programme plaît énormément aux seniors parce que c'est pas que des exercices de QI. C'est on va apprendre, on va stimuler le cerveau, mais avec des choses qui nous parlent et qui vont leur apprendre des choses. 60 000, plus même de 60 000 joueurs aujourd'hui pour l'ensemble de vos applications. Coco pour les 5-10 ans, Joe pour les adultes et Edith pour les seniors, déclinés dans 12 pays aujourd'hui, puisque vous avez lancé le Portugal
il y a quelques semaines à peine. On va revenir ensemble dans la deuxième partie de cette émission sur la façon dont on peut justement faire du sur-mesure pour pouvoir booster son cerveau à tout âge. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et on va booster justement notre reconnaissance de la culture numérique avec Cheryl Jessica Isenge et le Zap. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Justine Monséjon, la fondatrice de Dinseo, pour ces 3 applications, Coco, Joe et Edith. Et vous le savez, aujourd'hui, on booste notre cognition grâce à ces applications. Gaël Musquet est en position, il est prêt. Je crois qu'il a une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, Gaël, tu n'es pas venu seul. Non, tu es aussi venu avec cet incroyable outil. Ça s'appelle un... Ben là, c'est une monture, c'est une lunette astronomique qui est complète. On a un robot astronomique qui va être capable toute une nuit d'observer des cibles. Et pourquoi est-ce qu'on a envie toute une nuit d'observer des cibles? Ça a l'air un petit peu militaire, comme ça, un petit peu dangereux. Oui, mais on observe des cibles astronomiques, messieurs, dames, parce que les hackers peuvent aider les astronomes en herbe. Et pas que. Tout à fait. Depuis le XVIIIe siècle et la lunette de Galilée, l'humanité a fait de grands progrès. On a perfectionné les optiques, les miroirs, les lentilles qui permettent d'avoir une grande qualité d'observation. Les matériaux aussi, l'acier, l'aluminium, le titane, qui ont donné naissance à des instruments qui sont gigantesques. Le VLT pour le Very Large Telescope, le ELT qui va normalement sortir et pouvoir observer en 2025-2027. C'est l'Extremely Large Telescope, les radiotélescopes de plusieurs centaines de mètres. Alors Arecibo malheureusement qui s'est cassé, mais le radiotélescope chinois, lui, FAST, fait près de 500 mètres de diamètre. Donc on a des instruments qui sont gigantesques. Et la conquête spatiale, enfin, Hubble, qui est l'un des télescopes spatiaux les plus connus, pas le seul, James Webb Telescope qui a été lancé le 25 décembre dernier, dont on a déjà parlé dans l'École du Futur. Bref, toute cette course au gigantisme et ces instruments qui sont installés sur les plus hauts sommets mondiaux
plus la conquête spatiale, on n'a jamais eu autant de données astronomiques à digérer, à exploiter. Il y a toute une partie de cette discipline qui est méconnue, qui est le pilotage en fait de ces machines-là. Il faut les guider. Donc il faut pour ça des robots astronomiques et on peut penser que puisque on a tous ces grands instruments, tous ces grands observatoires, on n'a plus besoin de petits instruments comme celui-là ou que les astronomes amateurs n'ont plus droit de citer, si je peux exagérer, forcer un peu le trait. Et non, on a encore besoin de ces astronomes amateurs et l'informatique en astronomie amateur a encore de beaux jours devant elle. Ça veut dire que les astronomes amateurs, vous êtes un peu des relais finalement des astronomes professionnels ou des observatoires Complètement. On va combler les trous. En fait, ces observatoires sont extrêmement sollicités. C'est-à-dire que sur des années, ou plusieurs mois, plusieurs années, surtout sur les télescopes spatiaux, les programmes sont occupés et complètement vampirisés par les laboratoires qui ont besoin de ces heures d'observation. Donc Gaël Musquet, dans sa lunette télescopique et astronomique, pourrait peut-être identifier l'astéroïde de Don't Look Up, tu vois, un jour. On ne sait jamais, ça sera peut-être toi ou un ou une de tes astronomes en herbe là aussi. Concrètement, ça se déroule comment une nuit d'observation ? Alors, on va commencer par ouvrir la coupole ou le toit de l'observatoire, parce qu'en fait, il faut que les instruments soient à la même température que l'extérieur. Donc, souvent, les observatoires sont climatisés. Le mien, non. Mais on va devoir, en fait, équilibrer la température entre l'observatoire et l'extérieur pour éviter d'avoir des mouvements thermiques, en fait, dans les instruments ou autour des instruments. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un logiciel libre. Alors, je n'utilise que des logiciels libres dans mon observatoire à Vernon, essentiellement ECOS et IndyLib, qui vont gérer tous les détecteurs autour de l'observatoire, les butées du toit, la pluie, les nuages, pour évidemment refermer l'observatoire et protéger évidemment les instruments. Une fois que les conditions, on va dire thermiques, sont réunies, on va choisir des cibles donc astronomiques, des nébuleuses, des galaxies, des étoiles, des trous noirs, des pulsars, des quasars, en fait, bref, des cibles que l'on va localiser sur une carte. On a des logiciels de cartographie céleste, donc Sky Safari, Stellarium, Maxime DS, et qui vont piloter les montures. Ces montures, ce sont des robots. Depuis Galilée, on peut imaginer des mouvements un peu simples qu'il avait, observer la Lune, les planètes. Ça, c'est des astres qui sont assez brillants. Quand on a des étoiles ou des objets qui sont invisibles à l'œil nu, on a besoin de ces robots qui vont finement, en fait, à la fois pointer la cible, mais aussi compenser les mouvements de la Terre, puisque la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, donc de 15 degrés par heure. Donc, en fait, ce sont des vraies horloges. Ces montures, puisqu'elles vont pouvoir compenser, une fois que la cible est verrouillée, ces mouvements de la Terre avec une caméra qu'on voit un peu en bas, qui a un œil électronique, qui va vraiment s'assurer que toute la partie mécanique est bien faite, que la monture est bien parallèle à l'axe de la Terre pour compenser correctement les mouvements de la Terre. Donc, qui veut voyager loin ménage sa monture, même pour observer l'espace et les étoiles. Ça veut dire qu'il y a vraiment tout un process, toute une mécanique bien huilée à respecter avant de pouvoir démarrer l'observation. On imagine que vraiment on a tout vérifié, tous les paramètres sont là, on démarre l'observation, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on va utiliser en fait la caméra principale qui est tout à l'arrière de l'instrument à photographier la cible pendant des heures. Parce qu'en fait, ces lumières sont extrêmement faibles, ces nébuleuses ou ces galaxies sont très pâles. Et donc, il va falloir corriger, comme pour la monture, des erreurs mécaniques. Là, on va corriger des erreurs optiques, on va corriger des erreurs électroniques, parce que les instruments ne sont pas parfaits. On a des problèmes sur la lecture électronique des capteurs, on a des problèmes thermiques. Et donc, c'est là encore où les logiciels libres s'illustrent particulièrement, puisqu'on a des communautés de hackers et de développeurs qui passent des journées et des nuits, j'en suis, pour optimiser, calibrer vraiment, avec des tablettes aussi. Ça devient parfois un jeu. Même quand il ne fait pas beau, on peut être amené à travailler sur ces instruments-là. L'objectif, c'est vraiment d'avoir effectivement toute une automatisation en fait de l'observation. Et cette automatisation-là,
elles nous permettent de faire une chose quand on travaille, c'est de dormir. On va lancer en fait... Gaël Musquet fait tout ça pour pouvoir dormir, monsieur, dame, vous avez bien entendu. Ah bah bravo. Petite confession, ma compagne n'a jamais été aussi heureuse depuis que j'ai automatisé mes instruments, puisque je vais ouvrir l'observatoire, régler, faire tous les réglages mécaniques, et ensuite rentrer à la maison, dormir, pour pouvoir laisser ces machines travailler. On ne veut pas savoir ce qui se passe en dehors de l'observatoire. Hein. Vraiment, on n'observe rien. Oui, l'école du futur, c'est une grande famille, mais enfin bon, quand même. Et du coup, ça permet aussi de révéler un peu... plein de choses. Là, tu as révélé plein de choses. Une forme de travail qui a été longtemps méconnue, parce qu'elle était longtemps réservée aux femmes. Les hommes s'occupaient des tâches un peu ingrates, c'est-à-dire mécanique, où ça nécessitait un peu de force en début d'observation. Et les femmes, la journée ou en fin de nuit, en fin d'observation, analysaient toutes ces données. Alors aujourd'hui, ce sont des ordinateurs qui travaillent sur ces différents objets-là. Elles sont pour certaines... trop tard, malheureusement, sorti de l'ombre, mais il reste encore un bout de chemin à parcourir. La route est longue, mais comme le dit M. Zimmermann, la voie est libre. Et en fait, tout progrès sur l'automatisation de ces tâches nous permet de se consacrer vraiment à l'essentiel, à l'analyse et donner à tout un chacun sa place dans cette science qui est la mère vraiment de toutes les sciences. Une petite animation... pour ceux que ça intéresse, écouter un peu le bruit de ces instruments de nuit et de voir comment en fait... Vous l'entendez vraiment, mais nous on l'entend très bien en plateau. En tout cas, c'est vrai que ça a ce son très fin de la mécanique. On a presque l'impression d'être en position pour observer les étoiles. Voilà. Donc un peu ce qui m'occupe avec cette petite monture tropicale qui m'accompagne, qui a fait le tour du monde 4 fois, plein désert... en bord de mer, en montagne. Non, mais vraiment, bravo. Tu lui as donné un petit nom ou Elle s'appelle Jora. Elle s'appelle Jora. Bon, merci à Jora d'avoir été avec nous pendant cette chronique. Enchantée, Jora. Aucune Jora n'a été maltraitée pendant la chronique de Gaël Musquet. Justine, vous regardiez évidemment Jora, oui, mais aussi vous écoutiez Gaël avec vraiment beaucoup d'attention parce que, évidemment, observer les étoiles, c'est le rêve de tous les enfants. Mais moi, j'ai un de mes fils qui est passionné d'astronomie et je trouve que là où la tech permet des choses qu'on ne pouvait pas nous petites, on a une application que j'ai sur mon téléphone, sur mon smartphone où la nuit on regarde les étoiles et moi évidemment la grande ours etc je sais jamais, mais là maintenant il y a toutes les explications etc et ça leur permet c'est vraiment des rêves dans la tête. Lui il me dit je vais aller sur Mars, il rêve, son modèle aujourd'hui c'est Thomas Pesquet et je trouve ça vachement bien pour un enfant de 6 ans qu'aujourd'hui il rêve d'être Thomas Pesquet. C'est un grand vulgarisateur, il a suscité beaucoup de passion. Ce qui est génial en fait dans les observatoires aujourd'hui, c'est de faire le lien entre cette tablette et les instruments. Ah, mais évidemment. Et d'aller vraiment, c'est ce que je fais avec mes stagiaires de 3e, je leur propose de programmer des séquences. Donc malheureusement, je ne les ai pas la nuit, ces enfants. Leur légal maximum, je crois que c'est 18 ou 19 heures. Et du coup, le lendemain matin, quand ils reviennent à l'observatoire, ils découvrent un peu à la fois la vidéo, le time-lapse, donc vraiment la séquence où les instruments bougeaient toute la nuit, qui voient à quel point les machines se sont activées pendant qu'ils dormaient. Et évidemment, le résultat, ces images empilées qui découvrent de galaxies, de nébuleuses, de constellations entières, parce que certains veulent voir leur signe du zodiaque. Donc ça permet aussi de faire la liaison sur le quotidien de ces enfants qui sont parfois coupés un peu du ciel nocturne à cause de la pollution lumineuse. Beaucoup d'enfants n'ont pas accès au ciel nocturne et c'est vrai que les tablettes, les téléphones permettent de se rendre compte de ce qu'ils doivent protéger demain et de leur apprendre à aimer ce ciel nocturne. Les infiniment petits plongés dans l'infiniment grand. Merci Gaël pour cette chronique qui nous a mis les yeux littéralement dans les étoiles. Tout de suite, on repart de la façon dont on va pouvoir nous stimuler notre cerveau. On a stimulé nos yeux, notre imaginaire, mais on va stimuler notre cerveau à nouveau avec les applications de Justine Mont-Saint-Jean.
Et vous le savez, aujourd'hui, évidemment, on essaie de comprendre comment on peut booster les capacités cognitives, quel que soit notre âge. Avec Edith, avec Joe ou avec Coco, ce sont les nouveaux coachs qui vont vous permettre justement, tout en jouant, tout en vous amusant, tout en revenant justement sur du plaisir face à l'écran, stimuler cette cognition et à pouvoir retrouver la mémoire, la préserver, booster des capacités, booster votre culture générale ou encore essayer de développer certaines aptitudes. Alors, ce qui est intéressant avec votre modèle, Justine, c'est qu'on se dit qu'à chaque âge, il y a une application. Il y a aussi cette idée de se dire qu'on peut faire du sur-mesure. Est-ce que un programme, tiens par exemple ici l'incroyable grand-mère de 103 ans de Gaëlle se lance dans le programme sur Edith, est-ce qu'elle va avoir les mêmes jeux qui lui seront proposés que si par exemple ma grand-mère à moi le faisait? Alors elle va jouer avec les jeux en créole, donc peut-être pas exactement. Mais blague à part, en fait, les 3 coachs dont vous parlez, c'est des coachs cérébraux virtuels qui vont analyser vos performances et qui vont être capables de vous pousser des exercices personnalisés en fonction de vos capacités, de vos besoins et de vos résultats. Et c'est ça où on utilise l'IA et la donnée pour améliorer l'entraînement cérébral. Après, on est aussi accompagné avec des orthophonistes, ergothérapeutes qui suivent les performances des joueurs, font de la téléconsultation avec pour mieux les accompagner. Mais déjà, le coach cérébral virtuel est capable de personnaliser l'entraînement cérébral pour chaque personne. Ensuite, on est capable de l'adapter pour des besoins particuliers. Un enfant TDAH qui a des problèmes d'hyperactivité ou d'attention ne va pas avoir les mêmes activités qu'un enfant 10 qui a besoin de travailler sur la dyscalculie, la lecture, le calcul, la dyslexie, la lecture. Et donc ça, on peut personnaliser pour chaque enfant. Donc il y aura vraiment ce côté finalement accompagnement en fonction des besoins, en fonction des capacités aussi cognitives qu'on veut retravailler, qu'on veut développer, l'attention aussi qu'on souhaite pouvoir y mettre, quel que soit l'âge de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Ça c'est intéressant parce qu'on sait aujourd'hui, on estime que 6 à 8% des élèves en France sont concernés par les troubles de l'apprentissage, particulièrement notamment les troubles 10. Leur donner un coup de pouce numérique, c'est donc possible. Est-ce que vous avez l'impression quelque part finalement de combler un vide que l'éducation nationale, non pas ne veut pas, mais n'a pas le temps finalement d'accompagner? Alors, c'est aussi important pour les enfants, les familles, mais aussi pour les enseignants. Malheureusement, on parle toujours du trouble des apprentissages d'un point de vue des enfants, mais moi j'aime bien aussi revenir du point de vue de l'enseignant, parce qu'aujourd'hui, un enseignant en classe Ulysse, donc c'est les classes qui s'occupent des enfants avec des besoins particuliers, sont démunis d'outils. Oui. Ils n'ont pas le temps de se former. Il y a des AESH aussi qui accompagnent les enfants avec des besoins particuliers, mais une AESH, elle va accompagner un enfant 10, un enfant TDAH, un enfant trisomique. C'est une multitude. Et évidemment, ils n'ont pas le bagage d'un professionnel de santé. Et donc, de leur donner des outils, c'est aussi soulager l'enseignant et soulager l'enfant en reconnaissant que l'enfant, c'est un enfant comme tout le monde. Il va avoir le même programme Coco que ses camarades, juste il va avoir des jeux adaptés. Et c'est... Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, tout le monde se compare. Le fait, maintenant, tout le monde se compare, les performances, etc. On est dans une culture de la performance du score. Et les enfants aussi sont dans cette culture-là, parce que, par exemple, qu'est-ce que vous dites à vos amis? Mon enfant, il est le meilleur, il sait lire, il fait ça, etc. Nous-mêmes, par ce biais, on pousse nos enfants à la performance. J'étais, par exemple, ce week-end, j'avais mes 2 enfants et ma nièce. Et typiquement, vous allez comprendre l'exemple, on voulait faire de la piscine. Louis, il s'est lancé, il a nagé tout de suite parce qu'il n'a pas eu peur, il s'est lancé. Les 2 autres, ils ont été tétanisés parce qu'ils se sont dit, je ne vais pas y arriver et je ne veux pas être en porte-à-faux par rapport à lui, je veux faire aussi bien. À l'école, c'est le même principe. Les enfants, maintenant, ils se comparent tous entre eux et ils ont peur. Vous posez une question au tableau, c'est toujours les mêmes qui répondent, les autres ont peur de répondre, ont peur de se tromper. Et je pense qu'avec les technologies, avec ce qu'on peut apporter sur le sur-mesure, on va pouvoir mieux accompagner les enfants, les valoriser et les accompagner chacun sur ses besoins.
Et ne pas se faire qu'ils se comparent entre eux, exactement. Complètement. Et éviter le côté comparaison, en effet, et puis aussi dédramatiser l'échec. Qu'est-ce qui peut arriver si on se trompe? Se tromper, c'est tout, et apprendre justement de cette erreur-là. Mais ça, c'est intéressant ce que vous nous dites sur la façon dont, justement, aussi ces applications sont de véritables aides sur écran interposé pour les accompagnants, les professeurs, les ergothérapeutes et tous ces professionnels qui accompagnent ces enfants en particulier. Il y a quand même quelque chose aussi que vous aimez faire chez Dinseo, c'est célébrer justement le bonheur d'apprendre et le bonheur de pouvoir justement stimuler ses capacités cognitives, et vous le faites au travers de challenges et de concours. Ça s'appelle Top Kids pour la version enfant, ça s'appelle Top Culture, je crois, pour la version senior. Et c'est cette semaine, justement, que vous lancez. Je crois que ça a lieu deux fois dans la saison. C'est 2 fois par an. C'est en gros un grand concours de culture générale internationale, parce qu'on a 7 pays qui participent, qui s'affrontent pendant 15 jours. Tous les jours, vous répondez en équipe et vous affrontez sur des quiz de culture G. Et on répond en équipe. Donc c'est classe contre classe, maison de retraite contre maison de retraite. Évidemment, les Italiens, les Américains, les Canadiens, les Français, les Belges n'ont pas les mêmes questions, les enfants n'ont pas les mêmes questions, mais chacun répond en équipe, ensemble, contre les autres. Et du coup, les thèmes de cette édition 2022, parce que c'est cette semaine vraiment que ça se déroule. Alors, Top Kids qui est pour les enfants, c'est un esprit sain dans un corps sain, parce qu'on a un partenariat avec l'association Les Enfants Cuisinent. En fait, on s'est rendu compte que post-confinement, les enfants avaient eu une tendance un peu plus poussée à la malbouffe qu'avant. C'est un vrai sujet. Et donc, on s'est dit, et que les enseignants nous ont remonté, et donc on s'est dit, on va leur poser des questions de culture G autour de la nourriture, autour des bonnes habitudes alimentaires, autour de l'écologie, préserver la planète, avoir des bonnes habitudes de vie. Donc c'est un esprit sain dans un corps sain. Et Top Culture, qui est pour les seniors, c'est toute question de culture G, mais adaptée pour eux. Et justement, encore une fois, vous le voyez, cette idée, c'est vraiment de pouvoir célébrer dans la joie, dans le bonheur. Ouais, on a à peu près 800 établissements qui participent. Et pour eux, c'est vraiment... pour les maisons de retraite, c'est les JO des maisons de retraite. Ils sont au taquet. Ils s'entraînent toute l'année pour leur JO, quoi. L'olympisme de la cognition. On termine juste avec cette info. On en parlait dans la première partie déjà de l'École du futur ensemble, Justine et Gaëlle. Il y a une corrélation qui est très nettement établie par plusieurs études, dont une récente étude de l'Université de Baltimore, entre entraînement sportif et entraînement justement du cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exercice physique peut justement éviter le rétrécissement du cerveau, limiter la perte de nos capacités cognitives. C'est aussi finalement quelque chose que vous appliquez de façon très claire aujourd'hui chez Dinseo, et je crois qu'on vous a même demandé finalement d'adapter ce que vous proposez sur Coco pour les enfants, ces pauses de sport toutes les 15 minutes d'écran pour les seniors. Et pour les ados. Et pour les ados aussi. Ouais, alors en fait, effectivement, l'entraînement sportif a beaucoup de bienfaits sur le cerveau. Si on veut essayer de comparer et le vulgariser, c'est un peu comme mettre de l'engrais sur une plante, c'est mettre de l'engrais sur son cerveau. En fait, le sport permet de s'aérer le cerveau et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure circulation sanguine. Donc ça, c'est pour la partie bien fait. Et effectivement, on a la pause sportive au bout de 15 minutes pour les enfants. Et nous, on travaille aujourd'hui beaucoup avec des écoles et des régions académiques. Ils nous ont dit, mais on a un énorme problème aussi d'addiction aux écrans chez les ados. Et donc, ils ont demandé effectivement de leur apprendre à faire des pauses dans les écrans. Mais par exemple, on va le faire au bout de 30 minutes. Parce que le temps d'attention maximum d'un enfant de 5 ans, c'est 15 minutes. Pour un adolescent, on peut pousser à 30 minutes. Et pour les seniors, effectivement, on nous l'a demandé avec des exercices adaptés. Parce qu'aujourd'hui, Véronique et Davina ne sont malheureusement plus là. Mais nos seniors ont encore besoin de faire des exercices physiques adaptés. Ils ne savent pas toujours quoi faire, parce qu'aujourd'hui, ce que vous voyez à la télé, c'est des nanas hyper belles de 30 ans qui poussent des poids, mais évidemment, votre grand-mère n'y arrivera pas forcément. Il faut faire des exercices... Elle est très belle à 103 ans, moi, je pense. Il faut faire des exercices hyper adaptés où elle va déjà se valoriser, y arriver. Et donc, on travaille sur les accompagner, parce que pour vieillir en bonne santé, il y a évidemment travailler son cerveau, mais pas que. Il faut faire du sport pour avoir une bonne alimentation. Il
faut dormir. Et donc, on essaie de travailler sur toutes ces parties-là pour accompagner les seniors dans la globalité. Et vous le voyez, vraiment, l'EdTech, c'est de l'intergénérationnel. On l'a vu aujourd'hui avec vous, Justine Mont-Saint-Jean, cofondatrice d'Inseo, avec ses coachs en ligne que vous éditez pour nous par application interposée, Coco pour les enfants, Joe pour les adultes et les ados, et puis surtout Edith pour les seniors. Merci infiniment d'être venu dans l'école du futur, nous parler de la façon dont on peut stimuler, muscler ce cerveau à tous les âges. Merci évidemment à Gaël Musquet qui nous a mis littéralement la tête dans les étoiles. Stug Life, ce sera le mot de la fin pour toi, évidemment. Merci Gaël, on te retrouve très vite sur le plateau de l'école du futur. Et je vous retrouve aussi dès demain dans un nouvel épisode. D'ici là, on se dit à plus tard et surtout à très vite sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'école du futur.